In a world overflowing with distractions, we seek meaning. How do we transform ambition into something deeper, into true fulfillment? I'm Sam Pepin, CEO of Core Centrica, and I've spent years helping businesses succeed by connecting their goals to something bigger. On the Meaningful Podcast, we explore not just how to win in business, but how to grow as individuals. Through conversation with thought leaders, innovators, and everyday heroes, we uncover the stories that drive us towards something greater. Whether you're striving for success, seeking purpose, or just looking for the next steps in your journey, this podcast is your guide to navigating the intersection of ambition, growth, and meaning. So please join me and our incredible guests as we redefine what's possible in both business and life. Enjoy. L'entrepreneuriat, c'est savoir transformer l'adversité en opportunité. Bienvenue sur The Meaningful Podcast. Je suis votre hôte, Sam Pepin. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 thèmes essentiels: l'évolution du B2B au Québec, l'importance de bâtir des relations durables et comment la résilience façonne l'entrepreneur moderne. Notre invité est Simon Deschênes, président fondateur d'OB2B, entrepreneur passionné. Simon s'est démarqué dans le domaine de vente et du marketing en accompagnant des organisations québécoises vers plus d'impact et de croissance. Avec son approche humaine et stratégique, il aide les entreprises à naviguer dans la complexité du marché et à développer des modèles durables axés sur la confiance et la collaboration. Si vous avez apprécié cette discussion, faites-le savoir au monde avec un j'aime, une courte évaluation ou encore un simple partage. Votre soutien permet à plus de gens de découvrir du contenu porteur de sens comme celui-ci. Commençons. Monsieur Simon Deschênes, bienvenue au Meaningful Podcast. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Toi? Ça va super bien. J'ai cru entendre que tu reviens de l'Albanie. Ça semble s'avoir bien passé, donc j'espère que tu t'es bien reposé en vue de ce merveilleux podcast. Et Ouais. pour débuter, Simon, parle-moi de Ox B2B. Ox, c'est une firme, à la base, une firme de prospection multicanale que j'ai fondée, ça fait tout près de 10 ans maintenant. Méthodologie qui est issue à la base du social selling. Donc, pris certains cours à l'époque, là, en 2012, ça fait quand même avant la naissance de la business, là, sur l'utilisation de LinkedIn avec plusieurs autres plateformes pour le développement d'affaires. Et puis, j'ai décidé, on a fait des programmes de formation pour des grandes entreprises à cette époque-là, vendu ces programmes-là à des entreprises comme Vidéotron Service Affaires, entre autres. Et puis, 2015, j'ai été référé à quelqu'un qui était en relève d'entreprise, une entreprise qui est dans la distribution, l'installation de machinerie d'automatisation industrielle pour le secteur des manufacturiers de portes et fenêtres. OK. Qui avait besoin de faire son réseau puis de faire du développement d'affaires dans ce secteur-là, mais il reprenait un business familial. Et puis, j'ai décidé de faire ce que je faisais en formation, que je donnais en formation, mais de le faire en clé en main, en done for you pour une personne, un entrepreneur. Ça a super bien fonctionné. On a toujours ce client-là à l'heure où on se parle. Ça fait plus de 10 ans qui est notre client sans interruption. Donc, puis écoute, après ça, de fil en aiguille, on s'est mis à servir d'autres clients dans différents domaines. Fait qu'aujourd'hui, on est, oui, une firme qui est spécialisée en prospection. On dit plus de stratégie d'acquisition de nouveaux clients. On est vraiment spécialisé en business to business. Puis on n'est pas juste outbound, mais on travaille le inbound aussi. Donc, on est une firme marketing là, qui s'assume, là, marketing B2B, mais avec vraiment le focus acquisition de nouveaux clients. Donc, oui, stratégie outbound pour être capable de vraiment cibler, élaborer des listes de prospects qui sont très, très ciblées, aller chercher les preneurs de décision, les bonnes coordonnées professionnelles, les approcher en séquence, c'est-à-dire en messagerie privée, LinkedIn, courriel, téléphone, tout le tout très bien documenté, puis en prenant soin de la réputation de nos clients, mais aussi en travaillant sur l'aspect contenu. Qu'est-ce qu'on va présenter à ces prospects-là qu'on va approcher dans la conversation? Et puis, ultimement, quand ils vont s'intéresser à nous, ils vont venir nous voir sur le web. Ils vont venir constater qui on est, travailler sur la crédibilité aussi.
Puis travailler sur les questions principales que ces acheteurs-là ont sur les produits, les services que nos clients offrent en termes de contenu, que ce soit de la vidéo, que ce soit page web et compagnie, témoignages, études de cas et tout. Et voilà, c'est ça. Excellent. Excellent, merci beaucoup. Puis, tu sais, ce qui m'a vraiment intéressé quand que j'ai commencé à lire sur ton histoire un petit peu, c'est vraiment l'appel entrepreneurial. D'accord? Donc, au tout début, j'aimerais ça que tu me reviennes en fait avec cette sorte de compréhension-là, de ma compréhension. En fait, tu as quitté quand même une certaine sécurité salariale, en fait, avant de te lancer, en fait, dans cette aventure entrepreneuriale-là. Dis-moi si, pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps ou c'est quelque chose qui était vraiment, tu as toujours très très jeune eu cette sorte d'intention-là d'être un entrepreneur ou d'où ça vient ça pour toi? Une bonne question. Je pense que l'intention est là depuis longtemps. J'ai absolument pas d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents, ils étaient très... mes parents étaient aventuriers, mais ils n'étaient pas entrepreneurs tant que ça. Ben, entrepreneurs, oui, mais pas genre d'affaires, je dirais. C'était vraiment le Québec qui n'était pas Inc. Là, dans leur profond. Ouais. Mon père est professeur, ma mère travaillait dans les écoles aussi au secrétariat, puis ils nous ont eu en Afrique, au Sénégal. Je suis né là-bas avec mon frère. Ils ont travaillé 4 ans là-bas. Puis après ça, c'était des gens de Montréal qui ont été s'établir à la ferme en revenant de l'Afrique. Donc, le côté entrepreneur, mon père, il l'avait quand même. Le côté aventurier, il l'avait, mais il n'y avait pas de littératie d'affaires dans ma famille, ni avant non plus lui. Donc, je pense que ça vient de là. Fait qu'avant que je l'assume, ça a pris du temps. Donc, j'ai été associé dans différents projets avant le projet de Ox. Plusieurs projets, au moins 5 ou 6 là, projets d'affaires, je dis projets, des business comme tels, OK. avec certains succès, avec plus d'échecs que de succès, jusqu'à temps que celui-là arrive comme tel. Puis je suis impliqué aussi dans d'autres choses, là, mais je suis plus de façon silencieuse là, aujourd'hui. Fait que je te dirais que ça s'est développé sur le tard. L'intention était là, mais comment je dirais, l'apprentissage du monde des affaires, ça a pris du temps parce que ça venait pas de la famille. Là. Donc, Exact. je bâtisse mon réseau à travers ça. Ouais. C'est vraiment intéressant. Tu te rappelles-tu pour toi, c'était vraiment un moment exact où ce que tu t'es dit, là, je vais tout miser sur ma vision, parce que ça semble s'avoir fait quand même sur le temps. Donc, j'imagine que à travers ton environnement, tu as cultivé, en fait, une compréhension des affaires qui est un peu plus raffinée. Mais tu te rappelles-tu de ce moment-là, là, je sais pas si, pour moi, c'était un matin, toi, c'est peut-être en couchant, peu importe. Mais vraiment le sorte de décision de, OK, c'est maintenant, là. C'est là qu'on sait. All-in seul, je te dirais qu'à partir du moment où, tu sais, je t'ai parlé du client tantôt, que ça fait 10 ans qu'on a, quand j'ai commencé à avoir 3, puis tu sais, le premier, tu te dis, bon, OK, ça marche bien, mais c'est 1, tu sais, bon. Après ça, 2, ah ouais, OK, dans la même industrie, puis ça, un autre dans une autre industrie complètement un autre. Puis là, j'ai commencé à embaucher des travailleurs autonomes, puis là, de me dire, ben là, ça marche plus des travailleurs autonomes, ça me prend des employés. Puis le saut, au moment où j'ai décidé de me prendre un bureau, qu'on vient juste de quitter d'ailleurs pour un nouveau, ça c'était en 2018, et puis d'embaucher vraiment plusieurs employés. Dans l'espace de 6 mois, j'ai embauché 5 employés. On était 6 après 6 mois. OK. Ça a été ça a été mon saut dans le vide parce que dans le domaine du service, tes employés, ils sont pas rentables du jour 1. Fait que c'est toujours de dire, bon, puis moi, je suis pas le genre à vouloir embaucher et débaucher par la suite, là, puis être bien correct dans ma tête avec ça. Donc, ça créait de l'anxiété par rapport à ça. Fait que ça, c'était le grand saut, je dirais, il était là. Ouais. Très intéressant. Non, tu sais, cette démarche-là d'embauche, et je suis moi aussi, évidemment, nous aussi, avec les employés. Puis comme tu dis, on a une certaine conscience qui, je pense, est vraiment très importante, une responsabilité, en fait, qui vient avec le fait que tu embauches des gens, que c'est leur gagne-pain, t'as des familles qui sont bâties, en fait, à travers ça. Quand je t'ai rencontré la première fois, c'est pas très longtemps, là, justement, à une sorte de conférence business, tu m'as vraiment frappé comme étant quelqu'un qui était quand même... qui avait quand même cette compréhension-là, comme je te dis. Puis je sais pas si c'est peut-être de nos ressources, de nos sources en tant que Québécois, là, qu'on a vraiment cette sorte des gens quand même assez chaleureux, des gens assez souciants des autres.
pour toi, quand tu voyais justement là, cette sorte d'élan-là où tu embauchais un employé, deux employés, trois employés, comment tu prends cette décision-là? C'est-tu par le contrat qui rentre? Comment as-tu une sorte de formule qui dit que là, c'est le temps d'embaucher ou t'es plus un gars intuitif? Une bonne question. Non, je suis, oui, intuitif en affaires, je le suis, mais pas pour ça. Ça, je te dirais que je suis assez méthodique. Tu sais, j'avais de l'expérience avant en affaires. Tu sais, le saut dont je te parle, qui est important à comprendre, c'est que c'était pas mon premier projet d'affaires, mais c'était mon premier projet seul. Right. Seul, complètement seul. Pas d'associé comme tel. Fait que ça, c'était vraiment mon projet, mon bébé, mon projet. Mon expertise aussi, parce qu'à la base, c'est ça. Là, maintenant, mes employés l'ont poussé beaucoup plus loin que moi. Mais fait que, pour embaucher, je te dirais que j'ai la décision, parce que j'avais déjà été en agence, moi, en relations publiques, 12 ans avant ça, ben, comme faut. OK. Et j'avais vu des projets, j'avais vu comment ça fonctionnait au niveau des feuilles de temps, puis tout ça, puis la facturation du temps, puis à l'époque, juste avant de partir Ox, j'étais en contact avec quelqu'un qui était vraiment fort au niveau des modèles d'affaires et tout ça. Qui me disait tout le temps, qui me répétait tout le temps, faut pas que tu vendes du temps. Faut que tu vendes d'autres choses, faut que tu vendes de la valeur. Donc, ça me restait beaucoup ça. J'avais beaucoup de discussions avec lui. Pas nécessairement sur ce modèle-là, mais puis quand je suis parti, ben, j'ai vraiment été à forfait avec des modèles à récurrence, avec des contrats de 6 mois, Mhm. qui étaient quand même souple parce que tu sais, les entreprises pouvaient quitter, pouvaient sortir quand même assez facilement. Mais j'avais je me disais, proof is in the pudding. Là, je veux dire, si on génère des résultats, ben les clients vont rester. Puis, tu sais, c'est les résultats qui vont parler pour eux-mêmes. Puis, cette façon de faire-là m'a permis d'avoir une prévisibilité d'affaires. Tu sais. Pas énorme, mais au moins d'avoir un 3-4 mois où je savais qu'est-ce qui s'en venait. J'étais pas tu sais, à dernière scène tout le temps. Évidemment, cash flow, c'est toujours un enjeu pour partir, là, mais quand même, ça, c'était un. Fait que je pouvais voir que le niveau de l'eau montait au-dessus du nez assez, tu sais, je pouvais voir venir ça. Puis dire, ben OK, on va embaucher là, on va dire, tu sais, la personne va commencer à être up and running après tel moment. Fait que puis évidemment, ben, j'ai été capable aussi d'utiliser des leviers comme certaines subventions salariales, des choses comme ça aussi. Fait que, non, je te dirais, j'ai été plus analytique dans cette façon de faire-là, même si l'instinct joue quand même pour d'autres choses, pour d'autres décisions. Ah, exact, exact. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, cette sorte de. C'est comme tu le dis, tout le monde, je pense, est un peu des deux. Je connais des entrepreneurs qui sont beaucoup plus intuitifs, par exemple, parce que c'est Oui. pratiquement tout au feeling. Puis comme tu dis, il y a des gens qui sont un peu plus méthodiques. Donc, je suis dans une catégorie similaire à la tienne, en fait. Moi, je suis un gars de balancer, certainement de balancer. C'est bien de le sentir, mais je pense que c'est mieux de pouvoir le justifier, surtout quand c'est une question d'embauche. Donc, je comprends ça 100%. Une chose que tu parles beaucoup, sinon, c'est vraiment la puissance du bouche à oreille. D'accord? Donc, puis vraiment dans ce que tu appelles un modèle humain, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que la manière que tu as bâti au début, ce sort de réseau-là, comme tu l'expliques, là, où tu as commencé avec pratiquement rien de ma compréhension, était bâti sans publicité. C'est bâti vraiment par recommandation et expérience vécue, ce qui est quand même très courant, mais ça semble être un modèle qui semble avoir vraiment très, très bien servi. Donc, j'ai toujours cette question que je pose aux entrepreneurs qui ont du succès, mais comment tu fais pour nourrir en fait un bouche à oreille qui est aussi puissant et aussi qui, comment dire, sans tomber dans le piège de cette sorte de l'automatisation déshumanisée qu'on voit de plus en plus, là, cette sorte de comment dire, compagnie faceless que j'appelle là, souvent, là, on voit beaucoup ça dans le milieu du AI. Mais c'est quoi une stratégie bouche à bouche qui fonctionne bien en 2025? Ben écoute, tu sais, si on parle de ce qui a nourri ma business, là, après ça, je parlerai peut-être de ce qu'on fait pour les clients, mais de Bien ce qui sûr. a nourri ma business, tu sais, moi, moi, je venais d'un autre milieu complètement, là. Mes autres projets d'affaires n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. Je savais quel type de client fallait que j'aille chercher, mais fallait que je développe le réseau. Fait que je me suis mis en action, écoute, par toutes sortes de moyens. J'ai intégré des réseaux d'affaires, premièrement. J'ai cherché à voir qui dans mon réseau pouvait me référer ou peut-être m'introduire à certaines personnes. Euh, Puis sans trop
comment je te dirais, m'inquiéter avec le futur. Tu sais, je me suis dit, ben écoute, si je me suis fait des métriques dans ma tête, je suis un gars de système, puis je me suis dit, il faut que j'élimine les ventes, c'est très émotif. Le développement d'affaires, ça peut devenir très fixe. Si tu es basé, tu sais, si tu focuses sur les résultats d'attitude, ça peut être très dur à vivre à tous les jours. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, là, mais j'essaie de me focaliser encore aujourd'hui, sur les actions, c'est-à-dire que je fonctionne par ingénierie inversée. Je me dis, ben regarde, ça me prend 3 nouveaux clients d'ici 2 mois. Je sais, il va falloir que je recule un step. Je sors peut-être 5 propositions. Puis pour sortir 5 propositions, il va falloir que je rencontre 7, 8 clients potentiels, tu sais, des rencontres exploratoires. OK. Pour les rencontres exploratoires, ben, il va falloir que je contacte au moins 3-4 personnes de mon réseau par semaine. Tu sais. Fait que si je fais ça, si j'ai ces métriques-là, puis je me mesure, ben je devrais, puis je stick to the plan, des résultats devraient arriver. Tu sais. Puis je me mets à travailler, puis je me pose pas trop. Après ça, tu sais, je réévalue, je me lève la tête une fois de temps en temps, mais j'essaye de pas trop penser aux résultats comme tel. T'es célèbre les résultats, t'es content quand ils arrivent, mais ben c'est ça. C'était une façon de faire, je te dirais, qui fonctionne bien. Ensuite, au niveau, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires dans un mix de bouche à, tu dis bouche à oreille, mais tu sais, tes clients peuvent te référer, mais ton réseau aussi. Puis c'est quoi de travailler son réseau? Tu sais, j'ai beaucoup lu là-dessus, c'est beaucoup dans le mindset, je pense, que tu développes aussi. Hein? Tu sais, je pense que tu es un gars qui réfléchit beaucoup à ça. Tu sais, j'ai beaucoup, à l'époque, lu sur mes routes. Tu sais, entrepreneur, t'es libre, puis t'es les deux bras enchaînés en même temps. Exact. Deux. Fait que qu'est-ce que tu fais, comment tu te comportes quand tu te lèves le matin, puis tu sais, quand tu te promènes le jour, ça influence tout, je pense. Fait que j'ai beaucoup lu sur des routines de matin, je m'en suis dessiné une à moi. Tu sais, puis je suis encore comme ça aujourd'hui, des petits gestes, mais qui t'aident à être up and running, parce que tu commences, t'es peu occupé, t'as un client, puis là, tu deviens bien occupé, mais il faut qu'il y ait une constance là-dedans. Fait que ça, je trouve que c'est des petits gestes comme ça qui aident à se mettre en action, je dirais. Puis après ça, au niveau du réseautage, ben, de la façon dont je le voyais aussi, c'est comme je me levais, puis je me disais, ben, qui je peux mettre en contact aujourd'hui dans mon réseau, à qui ça va bénéficier. Puis t'essaies de travailler le côté what goes around comes around. Là. Exact. Quand de démarrage, ça s'est fait comme ça pour Ox. Puis aujourd'hui, ben là, c'est différent. Tu sais, c'est un mix où je suis plus tout seul à faire du démarchage. Je suis encore responsable des ventes quand même assez de façon pas mal moi qui est la locomotive encore. C'est ma fonction dans le business. Mais on produit du contenu, il y a des leads entrants pas mal. Il y a moi aussi qui a commencé récemment, là, puis ça va sortir d'ici peu une stratégie éditoriale pour moi-même. Fait que j'ai encore des groupes de réseau que j'utilise, mais je donne aussi mon temps là, à certaines organisations pour aider des entrepreneurs. Fait que, tu sais, le what goes around comes around travaille encore, puis je trouve que ça, dans le mix, je le trouve super important. C'est pas juste de prendre, mais c'est de donner. Tu sais, il y a beaucoup ça. Après ça se commercialise-tu comme méthode? Pas nécessairement. Là, on travaille pas nécessairement comme ça à nos clients, mais tu sais, j'en discute souvent avec eux autres. Mais si on parle pour Ox, c'est un mélange de évidemment, stratégie marketing, production de contenu, ça va de soi. Puis, pour moi encore, de réseautage là, qui fonctionne bien là, pour nous rouler la business. Donc, pour toi, tu sais, ce concept-là de tomber en amour avec le processus, pas juste la destination, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment cultivé la manière que tu fonctionnes. En te parlant, t'es beaucoup plus structuré que j'aurais pensé, juste d'ailleurs, comme ça, après la conversation. Le sorte de morning routine, puis vraiment cette sorte de... Parce que moi aussi, j'ai vraiment une cédule qui est excessivement structurée, même ça fait peur à beaucoup de monde. Mais moi, je ressens du grand confort dans cette sorte de... dans cette structure-là, justement. Moi, je suis un grand fan de Aristote qui disait qui avait cette sorte de compréhension-là que l'excellence, c'est pas dans le fond, c'est pas une action, c'est une habitude, d'accord? C'est ce que tu fais au quotidien, c'est que tu deviens en fait à travers ces actions-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Je pense que tu es rendu à un point où ce qui intéresse grandement de parler, c'est
quand tu es une personne, d'accord, tu fleuris dans cette sorte de structure-là qui semble être assez quand même précise, qui semble être assez basée sur, comme tu disais, sur les actions. Quand tu es amené à construire une culture qui est d'entreprise, d'accord, à travers ce que moi j'ai beaucoup vu du Ox, ça m'a beaucoup basé sur l'écoute, d'accord. Il y a même une citation que j'ai vue de toi qui est vraiment intéressante, qui était « Je n'ai jamais rien imposé, j'ai écouté, ajusté et co-créé ». Je pense vraiment, signifie vraiment bien ce qui tu es au niveau personnalité. Comment tu arrives, en fait, à garder cette agilité-là tout en consolidant, en fait, une vision à moyen et long terme? Ben, c'est en équipe, tu sais. Je pense que le next step, tu sais, quand tu pars, tu sais, on est encore une petite business, mais tu sais, on emploie quand même une quinzaine d'employés, je te dirais, temps plein. OK. En service, c'est complexe. Il y a beaucoup de détails dans ce qu'on fait. Donc, dans la qualité des services qu'on va rendre, il y a beaucoup. Une de nos valeurs, c'est la rigueur. Tu sais, il y a un cadre à suivre, mais en même temps, moi, je te dirais que tu sais, il y a deux choses peut-être que je ressors là-dedans. Là, oui, moi, comment je me comporte, ça, c'est une chose, mais après ça, pour transmettre ça, disons, à l'équipe, si on veut, là, pour Ouais. à les gars, je te dirais que oui, l'exemple et tout, mais moi, j'ai toujours cru que tu micromanages pas des gens pour qu'ils performent. Fait que je suis très. Je suis hands-on dans le sens où je laisse pas aller tout, puis je regarde rien, puis j'offre beaucoup de ressources, mais je me suis positionné comme un coach, un enseignant dans ma business. Mhm. Je considère que je le suis encore, mais là, je suis en train de passer ça à deux personnes qui sont en charge des opérations pour le faire elles-mêmes. Et puis, on gère, tu sais, je l'ai dit au départ, tu sais, il n'était pas question qu'on vende des heures, ben, si je vends pas d'heures, je me mettrai pas à compter les heures non plus pour mon staff, tu sais, ça va être cohérent aussi, en quelque part. Fait que la façon dont on a bâti la business, ben, on est au niveau tu sais, aux résultats pour nos clients, aux livrables. Ben, c'est la même chose pour le staff. C'est-à-dire qu'on a une structure où le plan de match est clair pour chacun dès le départ, dès début de la semaine. Ils ont un accès direct à leur coach à l'interne. Chacun qui produit quelque chose a un accès facile au coach s'il y a des questions. Mais ils ont leur plan de match, puis sont responsables de livrer ce plan de match-là dans la semaine. Fait que s'ils livrent ce plan de match-là, ben, s'ils récupèrent une coupe d'heure pour eux-mêmes, puis ils ont offert leur temps à l'équipe, puis il n'y avait pas nécessairement de besoin, mais où il y avait des projets, puis ils ont investi du temps, ils gèrent leur temps comme ils veulent à ce moment-là. OK. On sent des priorités, puis la liste des responsabilités qu'ils ont à la semaine. Puis il y a une structure pour supporter ça. Fait que vraiment, je te dirais que c'est le plus possible comme ça. Puis on essaye aussi de placer chaque personne est spécialiste de quelque chose chez nous, mais tout le monde est généraliste aussi. Fait que ils se développent dans une spécialité qu'ils aiment. Puis ils peuvent avoir de la formation là-dessus. Si c'est à eux de me le dire, l'objectif, c'est qu'ils se sentent bien sur la chaise sur laquelle ils sont, puis que ça continue dans ce sens-là. Des fois, le parcours, il n'est pas linéaire. Des fois, il y a quelqu'un qui rentre chez nous comme chargé de compte, mais finalement, il finit plus en production de contenu parce que c'est ce qu'il aime vraiment. Donc, où il finit plus du côté stratège ou plus du côté gestion. Fait que chacun se développe, puis ça a bien à donner parce que jusqu'à maintenant, tout le monde prend une place qui est essentielle dans l'équipe tranquillement, puis je pense, a une plus belle job à cause de cet aspect-là aussi. Fait que ça fait en sorte que c'est des gens qui sont motivés intrinsèquement, qui sont responsabilisés parce qu'on n'est pas toujours au-dessus de leur épaule en train de dire, ben non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Fait que le comment on leur laisse. Voilà. Une chose que je recherche énormément ces temps-ci, Simon, une des nombreuses choses, c'est vraiment justement cette sorte de discernement, cette sorte de distinction, mais aussi synergie entre les spécialistes et les généralistes. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Tu sembles, en fait, juste pour reconfirmer, la première chose que tu t'embauches pour une tâche, puis une fois que tu embauches pour cette tâche-là, vraiment de manière spécialisée, il y a ce côté-là très agile, encore une fois, pour prendre ce mot-là, où ce que le côté généraliste de la chose, j'imagine que ça veut dire qu'ils ont une certaine compréhension de l'équation globale, même s'ils jouent juste un morceau dans cette équation-là. Est-ce que ça serait
quand il dit Ouais, ça? mais en général, ils en jouent plus qu'un. Je te dirais, ils sont capables de produire à plusieurs égards, mais c'est sûr que le naturel de l'être humain, tu sais, on aime tous plus certaines choses dans notre travail que d'autres. Et puis, OK. c'est pas juste une ou deux, c'est plus. Mais on essaye de concentrer la majorité de leur temps là. Tu sais, puis quand t'aimes ce que tu fais d'habitude, c'est rare les gens qui sont très bons dans ce qu'ils font puis qui détestent ça. Tu sais. Fait que l'idée, c'est d'être capable, genre, on le prend à l'envers, de dire ben qu'est-ce que t'aimes vraiment, tu sais. Ben je trippe là. Bon, ben dans ce temps-là, les gens, on n'a pas l'impression de travailler tant que ça. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça l'idéal. Ouais, exact, exact. Puis pour moi, une des choses que j'ai toujours adoré, c'est vraiment cette compréhension que beaucoup de l'intelligence et la capacité à changer ou à évoluer, tout de moins, d'accord? Cette sorte de compréhension-là où il y a beaucoup de choses il y a peu de choses qui sont vraiment statiques dans ce monde-ci. Tu sais, on en parle souvent, mais moi, je pense que le plus gros de la vie, c'est beaucoup plus comment tu réagis à qu'est-ce que tu reçois, que vraiment, c'est les choses que tu peux contrôler, qui sont, elles, très infimes et que tu devrais maîtriser à très, très haut niveau, si tu veux faire quelconque grande chose. Dans cette sorte de, comme je dis, cette sorte de cohésion-là qui est un peu plus agile, ainsi de suite, ça m'intéresse vraiment parce que c'est quelque chose qui, quand tu regardes la croissance rapide, tu penses pas qu'un système comme ça, ou qui est justement beaucoup, beaucoup phasé sur cette sorte de compréhension-là de qu'est-ce que tu aimes vraiment et le réinsérer dans un rôle qui lui correspond plus. Tu ne penses pas qu'il faut avoir une certaine difficulté à dupliquer ce modèle-là à très haute échelle? Est-ce que tu vois un peu les faiblesses d'un modèle aussi agile et est-ce que tu vois, Jordan? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a des fonctions, puis comme je te disais, tu sais, chacun a son to-do par semaine. Fait que c'est sûr, c'est pas quelque chose où l'employé peut arriver une semaine, ben moi, cette semaine, je vais faire ça. Ah, puis l'autre semaine d'après, ben non, je veux m'en aller par là. Tu sais, c'est plus cadré sur quelques mois. C'est certain aussi où on a 2 évaluations par année. On a OK. une évaluation annuelle, mais on a un deuxième suivi, puis de toute façon, on se parle régulièrement, puis il y a des conversations in between. Si quelqu'un est vraiment pas heureux dans ce qu'il fait, c'est surtout ça. Tu sais, s'il n'est pas heureux dans ce qu'il fait, ça, c'est un gros red flag pour nous. Faut changer ça. Ça ira pas en s'améliorant, c'est sûr. Mhm. Par contre, si quelqu'un veut se développer par intérêt dans quelque chose, on sait que ça va prendre un certain temps. Fait que la structure, il y a un organigramme, autrement dit. Tu sais, OK. il y en a un organigramme. Tu sais, il y en a une charte d'imputabilité. Et puis, les moments sont définis où tu peux échanger sur ça puis changer vraiment de direction. Mais c'est rare que les employés changent de direction là, vraiment à 90 ou à 180. Tu sais, je pense qu'à la base, on a bien saisi qui c'était, on a bien cadré le profil, puis ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Puis souvent, c'est une spécialité qu'ils vont développer puis qui va servir aux autres, mais ils ont quand même leur lot de choses à faire là, au niveau généraliste. Là. Fait que OK. souvent, ils vont devenir les spécialistes à l'interne d'une chose qui va servir aux autres, mais ils vont gérer leur propre mandat plus diversifié en tâches. Je comprends, je comprends. Très, très intéressant. Je vais te parler des défis de la croissance rapide. Moi, je l'ai vu, d'accord? Je suis déjà dans ma deuxième entreprise, mais je l'ai vu dans ma première aussi. Et il y a vraiment c'est vraiment cette sorte de dualité-là, d'accord? Évidemment, tout le monde veut grandir. Ça serait mentir d'avoir un entrepreneur qui est dédié, puis qui a une mission et de dire qu'on ne veut pas grandir. À part devant les médias, là, avant devant les PR quand ça se passe pas très bien, personne ne pense vraiment ça. D'accord? On a toutes ces soifs-là d'aller au plus haut niveau, puis t'es quelqu'un qui m'a toujours semblé comme étant une personne, comme je te dis, très, très focus sur l'action ou les résultats. Rester fidèle à l'ADN, d'accord? Quand tu passes là et de comment maintenir en fait l'essence du projet quand on passe d'une couple de membres, couple de clients à des centaines d'entreprises, voire même plus, d'accord, dans certains cas. Qu'est-ce que j'ai vu? Et je pense que c'est dans un podcast, je pense que c'est l'épisode 14, je ne me trompe pas, que j'avais réussi à regarder. Puis tu disais le fait de grandir, oui, mais jamais au détriment de notre raison d'être, d'accord? Puis c'est quelque chose qu'on parle quand même, mais je pense qu'on parle souvent avec des termes assez clichés, sans vraiment rendre le côté authentique de la chose. J'avais vraiment senti que ça avait quand même marqué répondre à cette question-là. Je suis intéressé par quelles ont été les décisions, en fait, qui ont été les plus difficiles à prendre pour préserver la qualité du réseau
tout en maintenant, en fait, son expansion. Cette sorte de dualité-là. Comment, y a-t-il des choses qui ont été difficiles à travers ça? Ben, je pense, non, pas vraiment difficile parce que au final, tu sais, moi, je veux une business qui va durer, je veux une business aussi qui va être indépendante de moi, que je vais pouvoir, de laquelle je vais devoir sortir éventuellement, tu sais, par la nature des choses. Puis j'ai toujours pensé en fonction de ça. Puis, puis moi, je vois la croissance en escalier, c'est-à-dire que tu peux pas faire de la croissance non-stop. Tu peux pas être de même tout le temps. Ben, tu peux, mais le train va dérailler à un moment donné, je pense. Ouais. Fait qu'il faut que il y a des phases de croissance, on vient d'en vivre une là, puis là, tu vois, là, puis je le force, mais ça arrive comme ça, mais pour les 7, 8 prochains mois, on stabilise. On garde le même nombre de clients. Wow, OK. Puis là, je dis 7-8 prochains mois parce qu'on est en implantation avec une directrice on s'en était déjà parlé, du système OS, Ouais. qui aide et qui nous donne certains outils, là, justement, pour jeter les bases, pour s'assurer qu'on optimise bien ce qu'on rend bien, qu'on sert bien les clients qu'on a actuellement, qu'on s'assure d'avoir vraiment de livrer de la grosse valeur. Nos processus sont solides avant le prochain ramp-up. Puis probablement que ça va durer un an ou deux, puis ensuite, il va falloir se stabiliser encore, tu sais, un petit peu. Moi, je le vois comme ça. J'ai pas de misère avec ça, dans le sens où je dors mieux quand nos clients sont bien servis, puis que je sens pas qu'on s'en va à 150 km/h avec une boîte à savon, puis tout fait ça. Là. Ouais, ça tient, mais jusqu'à temps que ça tienne plus. Ça fait ça dans les moments de croissance, je veux pas. Ça fait ça des fois. Bien sûr. Je pense. Tu le sais, là, Ah oui. ça fait ça, mais je pense que ça prend des moments où on est plus en mode optimisation que croissance aussi. Fait que je trouve pas que c'est pas. C'est sûr que moi, je serais tout le temps. Les décisions difficiles, c'est bon, on a un client qui arrive, puis là, moi, je voudrais toutes les prendre, là, tu sais, quand que c'est un client parfait pour nous, parce qu'on a une grille de critères là-dessus, mais Bien sûr. là, il faut dire non. Écoute, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Puis c'est sûr que ça, c'est une décision difficile parce que là, il faut que tu respectes ce que tu as dit. Les bottines suivent les babines, autrement dit. Fait que peut-être c'est là, mais sinon, à la base, je pense que ça dépend comment tu vois la croissance. Tu sais. C'est absolument fascinant. Donc, t'as vraiment une planification justement de ces moments de stabilité. Comme là, exemple, 7 à 8 mois, évidemment, j'imagine que c'est une projection qui est appelée à changer vis-à-vis d'autres critères, d'autres variables. Mais t'as quand même vraiment cette sorte de paix d'esprit-là de dire, c'est quoi, on a atteint le nouveau palier, on stabilise pour X nombre de mois. Et ça, c'est quelque chose ça semble vraiment être, comme je te dis encore une fois, très structuré, là, pratiquement même planifié, là, j'ai l'impression, right? Ben, plus que ça, mais c'est communiqué. Tu sais, c'est communiqué à mon équipe aussi, ils savent. Je veux dire, tu sais, on va se maintenir là, mais par contre, si on perd des clients, on va en chercher d'autres. Là, tu sais, faut Right. garder les revenus. Mais pendant ce temps-là, le focus, puis on fait pas juste business à jouer, on travaille sur nous. Là, c'est beau de dire, OK, on n'a pas d'autres clients pour l'instant plus, Right. mais là, il faut travailler sur nous. Faut s'assurer qu'on est kosher pour la suite parce qu'après ça, ça repart. Fait que je trouve que c'est parce que les moments de croissance, comme tu sais, ça met de la pression sur les équipes beaucoup. À un moment donné, si tu veux garder, puis moi, je crois que si ton équipe reste avec toi, si tu as une forte rétention, tu vas y arriver à ta croissance. Tu sais, mais si tu es tout en train de mettre du gros stress sur ton équipe, tu risques de perdre des joueurs importants. Fait que il faut qu'ils voient, je pense, qu'à un moment donné, OK, ça va se calmer un peu. Là. Puis là, on travaille, mais là, il faut travailler sur nous. Tes responsabilités, puis après ça, on passe à la deuxième étape. Je pense que ça sent. On va voir comment, tu sais, ça va être la troisième shot. Les deux premières se sont bien passées. Puis là, on va voir. La prochaine phase de croissance va être quand même assez intense aussi, mais avec des processus beaucoup plus clairs, beaucoup plus matures. Fait que là, je pense que... J'adore ça. J'ai beaucoup à apprendre de cette, beaucoup à apprendre de cette méthode. Non, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser
à ce que Buffett fait dans l'investissement, right? Il dit ouvertement, la première règle de l'investissement, c'est ne pas perdre d'argent. Deuxième règle d'investissement, c'est ne jamais contourner la première règle, d'accord? Donc, il y a vraiment une certaine sentiment de préservation, en fait, employé, client, qualité, processus, vraiment très, 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 ça me fait penser à quand puis ça, puis c'est un grand compliment d'ailleurs, mais ça me fait très penser aux compagnies japonaises. J'ai eu la chance d'aller à Tokyo et ils sont vraiment dans cette mentalité-là, très comme très de préservation. Tu sais, le côté américanisé, et voilà, nous deux, évidemment, nous sommes les deux au Québec, donc Canadiens, Français en plus, on a vraiment une sorte de de Gaulois, en fait, sur cette terre très anglophone. On a vraiment cette sorte de poussée-là de performance à tout prix. Prendre des breaks, c'est pas une bonne chose. Faire attention, toujours en faire plus, dans le fond, je pense que c'est mon point. Et t'es vraiment contrarié, en fait, dans cette mentalité-là, de dire, non, on est bien, les gens se sentent bien, la business continue de grandir, respirons, et ça, je trouve ça assez fantastique. T'as-tu appris ça par toi-même, par expérience? C'est une ressource que tu pourrais donner à notre audience aussi pour apprendre un peu de ce modèle-là? Ça, c'est plus du coaching, je te dirais. Moi, je suis un adepte du coaching. J'ai toujours eu mentor, coach différents. Tu sais, groupe de co-développement aussi. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je fais des lectures, mais je te dirais que ça, c'est venu, je pense, davantage au niveau coaching d'affaires par des gens qui étaient plus expérimentés que moi. J'ai plusieurs conseillers aussi qui me prodiguent, tu sais, qui sont des conseillers d'affaires là, récurrents là, qui prodiguent ces conseils-là aussi. Ça fit avec moi. Tu sais, je veux dire, il y en a, je pense, qui sont plus peut-être qu'ils sont plus pressés d'aller chercher un certain chiffre d'affaires ou tu sais. Puis je dis pas que c'est mauvais, là. Je pense qu'il y en a qui réussissent très bien avec ce modèle-là. Moi, pour moi, une valeur importante, puis tu sais, on parlait de gut feeling tantôt, on parlait d'intuition. Je sens quand il y a une petite note qui va pas dans le bien-être au travail. Puis des fois, je le sens pas assez, peut-être même, mais quand même, ça, je pense que ce qu'on réussit bien, c'est notre rétention. Puis si on réussit bien en rétention tu sais, dans le monde, on va se considérer une agence marketing. Dans le monde des agences marketing, là, tu sais, j'ai des employés que ça va faire 8 ans qui sont avec moi. C'est des vies, ça, là. Tu sais, pour des personnes jeunes, tu sais, là, je pense que le lifetime dans des agences, c'est à peu près 2 ans, 3 ans. C'est à peu près. C'est minuscule. Puis après ça, ils vont chercher un autre poste, un autre poste, un autre poste. Fait que ça, pour moi, c'est catastrophique parce que si on se met à être dans cette culture-là, j'avancerai pas. Tu sais, c'est long avant de former quelqu'un, puis ils deviennent productifs, puis comment je dirais, ils apportent beaucoup de valeur aux clients après un certain temps. Fait que ça, c'est une valeur qui était super importante pour moi. Fait que ça, c'est mon enjeu à moi dans ma business. Fait que comment faire pour le solutionner ça, mais croître. Fait que c'est le modèle que j'ai trouvé pour le faire. Tu sais, si t'es en mode, si t'as de la tech, t'as un produit, puis que, tu sais, la croissance passe pas nécessairement par l'ajout d'employés ou Par le staff. ben, c'est différent, je pense, à ce moment-là, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Puis les phases de plateau, c'est pas des phases de repos non plus nécessairement. C'est juste que tu déplaces ton effort. Tu sais, au lieu d'être tout le temps en train de courir pour servir les clients, tu atteins un certain niveau, mais là, tu travailles sur toi, sur les processus. Tu as des projets internes. Fait que ça change le mal de place, je trouve. Ouais, non, exact. Non, puis je suis 100% d'accord avec toi. Tu grandis pas une business service comme tu grandis une business produit. C'est aucun doute. Dans le monde, dans le service. Un service productifié, là, comme on dit. Tu sais, même ça, non, effectivement. C'est excessivement différent et on est les deux dans le business du mid-high ticket en fait service, donc je comprends ça entièrement. Une chose qui m'a frappé et vraiment, on s'est rencontrés à cette conférence-là de co-création, peu importe comment qu'il le dit, co-développement, d'accord. Et ce qui était vraiment magnifique séance d'ailleurs. Et t'as une vulnérabilité qui m'a touché en fait directement. Je pense parce qu'on était un à côté de l'autre, donc je ressentais cette sorte de fréquence-là. Je suis très très proche des lois de l'univers et je crois en ça abondément. Mais
tu sembles avoir réussi au niveau leadership, surtout, vraiment tourner cette vulnérabilité comme vraiment un outil. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, comme je te dis, moi, m'affecte parce que le côté, j'ai toujours dit ça à tout le monde qui me côtoie, mais être un bon businessman, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, mais je préfère être une bonne personne, d'accord? Avant tout vient le fait que qui je suis, d'accord, mon intégrité, mon honnêteté, ainsi de suite, passe avant le fait, comme tu dis, de grandir une business. Si c'est au détriment, en fait, de ma vision ou de qui je suis, je suis vraiment intéressé. T'es un homme, d'accord? T'as été élevé aussi dans un environnement qui était aussi, je pense, beaucoup moins, je dis ça sans connaître ta vie personnelle, mais ouvert, d'accord, au niveau sociétal, sur cette sorte de vulnérabilité-là. Je pense qu'on est beaucoup plus au courant et on va de l'avant avec ça présentement. Mais comment et où tu as appris, en fait, à faire de la vulnérabilité quelque chose que non seulement tu divulgues et tu parles ouvertement, mais aussi comme un outil de connexion et non une certaine faiblesse qu'on voit dans certaines cultures peut-être plus masculinistes, disons. Ben écoute, tu sais, je pense que c'est une question de personnalité, c'est une question de travail sur soi, en quelque part. Euh, c'est une question d'avoir fait face à beaucoup d'adversité. Fait que je pense que quand tu as beaucoup d'épreuves, tout le monde a ses épreuves, là, tu sais, tout le monde a son chemin là-dessus. Je prétends pas avoir un chemin plus difficile que d'autres. Mais à travers les épreuves, je pense que c'est là que ça se passe. Puis je pense que j'ai toujours eu une certaine... pour moi, ça a toujours été important dans toutes les positions que j'ai occupées de travailler avec mon monde, puis de donner de la confiance, de faire de l'empowerment, là, si on peut le dire comme ça en bon chinois. Puis je pense que puis pour ça, ben, je le vois pas top-down, mais je le vois comme tu sais, la relation coach que je disais tantôt, oui, enseignant, mais je me positionne pas au-dessus. Je sais pas, je vois ça très horizontal comme structure. Euh, je suis là pour prendre toutes les responsabilités de la business. Pour moi, ça, c'est une philosophie où je suis responsable de tout. Fait que ça m'a bien servi. Puis ça, je l'ai pas pris de moi-même, mais je l'avais entendu. Ça avait bien résonné. Puis c'était Gary Vaynerchuk qui était l'apôtre de ça. Je suis pas nécessairement fan de tout ce qu'il fait, mais ça, c'est une phrase qui résonnait bien avec moi. Fait que je prends la responsabilité de tout ça. J'accepte bien les erreurs. Fait que si j'en fais, moi aussi, il faut que je sois capable de les accepter de moi-même. En même temps, il faut être cohérent par rapport à ça. Puis oui, j'ai vu qu'à travers le temps, ça, c'est plus récent, je te dirais, d'être plus vulnérable, comme tu parlais de vulnérabilité, d'afficher une certaine vulnérabilité, pas artificielle, mais réelle. Exact. Dans certains moments, pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes, faisant en sorte que les gens collaient plus à toi. Dans le sens où je pense que je le fais pas dans un but pragmatique, mais dans le but que la relation évolue avec les personnes autour de moi. Parce que s'ils n'ont pas accès à toi, s'ils ont juste accès à toi, au go-getter, puis à la personne à succès, puis quand que ça va bien, ben, ils se sentent pas tant impliqués. Je pense que on se sent comme ça face à des gens qui sont qui affichent une invulnérabilité puis une invisibilité. Tu te dis, ben, dans le fond, lui, il marche tout seul. Il n'y a pas besoin de nous autres. Tu sais. Ouais. Exact, ce que j'appelle le syndrome de Superman, exact. Ouais, les gens ont besoin de se de... sentir utile pour ceux qui sont à côté d'eux, je pense. Puis ça, c'est important. Dans une démarche authentique, je pense que ça en fait partie, mais ça va tellement avec la personnalité de chacun. Tu sais, c'est difficile à dire. Comme tu peux pas de dire tu vas utiliser ça. Je trouve que ça sonne faux. Tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense pas que c'est pas, 100%. C'est pas quelque chose que tu utilises pas, tu incarnes. Tu incarnes, en fait, cette vulnérabilité-là. Et à travers ça, comme je te divulgue une fréquence où je l'ai ressenti directement. Puis, je pense que c'est quelque chose que les gens ressentent aussi beaucoup de toi. Et pourquoi aussi c'est un côté magnétique à ça, je pense, qui est, comme tu dis, pas pour la raison pragmatique de l'être, mais parce que c'est un résultat de qui tu es. Et ça m'a toujours excessivement intéressé, comme je te dis, puis même avant
au niveau structure du podcast, c'est quelque chose qui, moi, me fascine, en fait. Qui tu deviens à travers ce que tu fais est selon moi plus important que qu'est-ce que tu fais vraiment, si tu veux mon avis. Et dans tout ça aussi, et ça me donne une sorte de side note. Tu as mentionné Gary être l'apôtre de ce concept-là. Pour toi, le rôle de la spiritualité, c'est un gars qui est très, très, très introspectif, d'accord? On le voit directement, même avec la manière dont tu réponds à ces questions-là. Quand tu penses au rôle de la spiritualité dans l'entrepreneuriat, tu sembles vraiment mêlé, en fait. Ça semble vraiment être, encore une fois, incarné, pas utilisé, mais incarné, en fait, cette foi-là, cette introspection-là, et ta mission, en fait, de manière très, très dirigée quand même. Je me demande, pour toi, si tu vas me donner une réponse aussi authentique et personnelle que tu peux, en quoi la spiritualité influence-t-elle concrètement tes décisions d'affaires au quotidien? C'est une bonne. J'ai un exemple à te donner de cette semaine, mais je dirais Ok, pas. vas-y. C'est comme. Ben, tu sais, je sais pas, quand je peux. En tout cas, je pense qu'on évolue comme personne. Tu sais, il y a des façons de réagir à des. Tu le disais, tu sais, on mesure comment notre carrure a la façon de réagir à des choses. Tu sais, puis tout le monde, moi, je pense, tu sais, on n'est pas spéciaux, là, tout le monde a son chemin, tout le monde a ses défis. Tu sais. De penser que c'est toi qui as les plus gros défis, ben, c'est de se positionner un peu en victime. Tu sais. Mhm. Puis, tu sais, dans un passé plus lointain, victime, bourreau, sauveur, là, le triangle de Cartman et compagnie, là, j'ai roulé là-dedans pas mal avant de m'en rendre compte. Puis maintenant, quand les choses arrivent, puis il y en arrive des moments où tu sais, on a toutes une nouvelle qui fait pourquoi ça, Colin? Pourquoi ça aujourd'hui, là, tu sais? Des fois, il y a des journées ou des concentrations où il en arrive comme, excuse-moi l'expression, mais un shitload, tu sais. On dirait qu'il y a un camion qui arrive chez vous puis qui t'en dompe, je sais pas combien sur toi. Ben, tu sais, je te dirais qu'avant, c'était tabarnak, tu sais, je veux dire, rester là-dedans dans le sens où il y a une victimisation dans le sens où dire pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi? Hey, OK, c'est correct, là, c'était assez, là, c'est beau, là. En regardant des airs, dire OK, c'est correct, là. Aujourd'hui, tu vois, cette semaine, il est arrivé, ça faisait un bout qu'il n'était pas arrivé autant, puis je vais toucher du bout, c'est correct, c'est assez. Hein, des petites choses, mais tu dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis, j'ai plus le réflexe aujourd'hui de dire, OK, là, ça veut dire que j'ai besoin de poser ça sur la table, là, de tout faire la liste complète. Là. Puis carrément, je les écris. OK, ça veut dire quoi cette affaire-là? Fait que ça, c'est un exemple pour moi de ce que la spiritualité peut amener. Puis je dis pas que j'ai une lecture claire, automatique, une vision instantanée de dire je prends tous ces petits cacas-là, puis je dis bon, ça veut dire quoi, puis j'ai une vision, puis j'ai une incarnation qui pop. Mais aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Fait que ça permet de sortir du rôle de la victime, je pense, puis d'avoir une distance, tu sais, d'être plus conscient. Tu sais, on parle beaucoup de pleine conscience en spiritualité. Peut-être plus conscient de OK, il y a une raison, là, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose c'est quoi le message que je dégage de ça, puis je peux peut-être m'en servir pour aller plus loin, aller ailleurs, tu sais. Fait que je te dirais que ça se matérialise comme ça, pour moi. Non, c'est fascinant. Fascinant parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui, encore une fois, est vraiment quelque chose que qui incarne vraiment qui tu es et qui je suis aussi. En fait, c'est pour ça que c'est un point qui m'intéressait autant. Et c'est quelque chose qui, pour moi, je suis rendu de la mentalité de Dale Carnegie là-dessus. Cette sorte d'être l'observeur, d'accord? Au lieu d'être la personne qui réagit constamment, d'accord? Avoir une vision qui est très, très, très observatrice. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un fantastique mentor qui m'a déjà dit, parce que j'ai un cerveau, une façon de voir la vie qui est très, très, très logique, très cartésien. Je suis bien meilleur maintenant, beaucoup plus complet comme personne, certainement. Mais il fut un temps où ça causait des problèmes au niveau social, certainement, dans mon cas. Et vraiment, cette idée-là où ce que
En quelque sorte, l'intelligence et la tolérance vient du fait que tu peux avoir deux idées qui sont opposées dans ta tête et toi être l'observateur, en fait, de ces deux idées-là, sans les juger, sans réagir, simplement, comme tu dis, comprendre, d'accord? On va les classifier, on va essayer, ça veut dire quoi, ça? Fantastique, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Alors, on se parle là, si on a un jeu d'échecs devant nous, c'est quoi le meilleur move qu'on peut faire, d'accord? Parce que souvent, on va espérer que ce caca-là, pour prendre ces mots, ne soit pas là du tout. Mais non, c'est pas ça la vie, d'accord? Comme tu dis, on a tous des problèmes et je pense qu'une des choses que tu peux faire en tant qu'entrepreneur et que tu as la chance de faire, c'est un certain point, choisir ces problèmes-là, choisir où sont tes difficultés à travers tes actions, à travers ce que tu fais, ta structure, ainsi de suite. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui m'a tellement amené cette sorte de compréhension-là de l'intelligence. C'est pas savoir quoi faire, d'accord? Même si ça fait clairement partie. C'est aussi savoir, non seulement de savoir quoi ne pas faire, mais aussi cette sorte de pause-là, d'accord? Moi, j'en ai grandement besoin. On parlait de la concept de lâcher prise, même avant Oui. cet épisode-ci. C'est si important parce que, comme Dana White parlait de ça d'ailleurs, puis étant président du UFC, puis je ne suis pas la personne, je peux avoir de la business ici. Il s'assoit puis il dit, tu sais, être entrepreneur, là, veut pas, c'est tous les jours te réveiller, il y a des problèmes, des choses à régler, il y a aussi des choses qui vont bien, il y a toujours des petites choses, ça pourrait aller mieux. Le travail, il n'y a pas vraiment de fin au travail, d'accord? Quand tu es un employé, soit tu as un clock-in, clock-out, comme tu disais, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas vraiment ça. Tu fais ce que tu veux, mais en sachant que tu fais vraiment pas ce que tu veux. C'est le plus grand paradoxe dans un certain sens. Et ça, je pense qu'il y a une magie à être observateur justement de toutes ces choses-là qui culminent ensemble, si tu veux. Je veux que tu me parles du futur du réseautage professionnel. D'accord? Avec Ox B2B, évidemment, tu veux démontrer que, je pense, le réseautage, c'est pas juste un plan d'action pour te rendre à l'individu que tu veux te rendre. C'est aussi cet aspect-là communautaire, cet aspect-là, comme tu dis, multiplateforme, qui fait en sorte que tu enrichis ces conversations-là, tu enrichis ces relations-là, parce que dans un certain point, je pense que ce qui compte le plus, d'accord, dans toute progression au niveau réseau, c'est les personnes que tu y croises. Évidemment, c'est la qualité de ces personnes-là, c'est la profondeur des relations que tu crées à travers ça. Donc, je suis vraiment intéressé par, avec l'intelligence artificielle, avec le côté automatisé, avec les agents même qui sont maintenant de plus en plus présents, on voit ça grandement sur LinkedIn par exemple. Comment tu vois l'évolution, en fait, du réseautage dans un monde de plus en plus numérique et, disons-le, transactionnel? Ben, réseautage, tu sais, je t'amènerais peut-être plus sur, tu sais, chaque entreprise a ses défis d'acquisition de nouveaux clients. Tu sais, je connais pas beaucoup d'entreprises qui ont pas, tu sais, pour qui c'est pas de priorité. Tu sais, il y en a pour qui ont trouvé la recette, il y en a beaucoup qui ont pas trouvé la recette encore. Fait que, tu sais, ce qu'on voit beaucoup dans le business to business, tu sais, ça prend pas, souvent, pour les PME, ça prend pas des centaines de clients pour faire une business. Fait que ce qu'on voit beaucoup dernièrement, c'est ça marche. Ça roulait avant, on n'avait pas besoin de se préoccuper de ça. Là, on le sent, là, sans que ça soit un ralentissement, ils sont en train de croître, mais leur simple croissance organique ou le fait qu'ils soient connus dans leur niche, puis tout ça, ça suffit plus. T'sais. On le voit beaucoup dans toutes sortes de domaines, tant manufacturier, techno, services et compagnie, au Québec, au Canada, aux États-Unis. Fait que tu sais, puis ouais, c'est une bonne, t'amènes quelque chose d'intéressant parce que oui, il y a beaucoup d'automatisation, fait qu'il y a beaucoup de, tu sais, les gens n'ont pas le goût que ça sente le marketing. Il y a personne qui aime, il y a une constante il y a personne qui aime se faire vendre quelque chose. Tu sais, il y a personne qui aime ça. Puis dans des bonnes stratégies d'acquisition de nouveaux clients, c'est faut que tu sois capable de matcher le comportement comment l'acheteur veut acheter dans ton domaine. Puis il y a une constante, il y a une stat qui est très présente, qui est très véhiculée en ce moment, mais elle est là pour donner un message aux vendeurs, c'est que les acheteurs veulent faire leur bout de chemin seuls avant qu'ils veulent parler à un vendeur pour acheter quelque chose ou à un représentant quelconque de la business en live.
ils veulent avoir complété 80% de la prise d'information. Fait que il y a une opportunité là-dedans, puis il y a des devoirs à faire pour les entreprises, puis il faut le considérer dans une stratégie d'acquisition de nouveaux clients. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas vrai que dans le monde dans lequel on œuvre, là, le business to business qui est très niché, que tu peux que mettre l'ingrédient, on va travailler sur notre production de contenu, on va attendre que le SEO marche, puis ça va finir par fonctionner. C'est du wishful thinking, puis faut faire attention parce que beaucoup de ces philosophies, ces stratégies-là viennent aussi des États-Unis où on parle d'un très, très gros marché B2B, où tout le monde parle la même langue. Ils sont, 350, 400 millions maintenant? Pour un cas, ouais. Tu sais, ou une business to business, une business du Michigan peut faire affaire avec des gens en Californie, il n'y en a pas de problème, puis c'est comme ça. Nous, on est au Québec, on sert beaucoup de PME d'ici, puis la majorité de nos clients, leur marché, même s'il n'est pas juste francophone, si on va au Canada, c'est un maximum de 1000 entreprises qui sont des acheteurs potentiels de leurs services, leurs produits. Tu sais, je te dirais que ça varie entre 1000 et 2000 business qui pourraient être... On en a même que leur marché, c'est 300 business au Canada. Wow. C'est ça. Puis quand tu te mets à réfléchir, puis c'est souvent le cas. Tu sais, tu vas voir les PME de service, oui, ils ont un service qui est mainstream, mais ça s'adresse peut-être à 2-3 000 compagnies dans le secteur. Puis si tu commences à appliquer plusieurs critères, ben là, on réduit un peu. Fait que, en termes de volume, là, si on y va juste inbound, si tu passes à la technique SEO, donc ça se nourrit des statistiques sur les moteurs de recherche comme Google. Donc, tu mesures les mots-clés. Là, tu es supposé produire du contenu qui va cibler ces mots-clés-là. Puis là, les acheteurs vont venir vers toi. Le souci qu'ils ont, les PME que je te parle, c'est qu'il n'y a pas assez de volume sur les moteurs de recherche par mois pour être capable d'évaluer ces mots-clés-là. Mm-hmm. Fait qu'on a un problème, tu sais. Mais il y en a du SEO à faire parce que si on parle le bon langage des acheteurs, ils en cherchent du contenu pour répondre à leurs questions. Et puis, il faut répondre à ces questions-là. Puis, la dernière fois, on l'a vu là, sur le Big Five, la méthode TAIA, des SQL. C'est un bon lieu où partir dans la production de contenu parce que tu adresses le vrai contenu que la majorité de tes compétiteurs ne voudront pas adresser, c'est-à-dire ça coûte combien, c'est quoi les problèmes qui peuvent arriver pendant une opération comme laquelle tu livres, c'est quoi les autres stratégies qui fonctionnent que celles que tu offres, c'est quoi les autres fournisseurs qui offrent la même stratégie que toi, tu sais, puis c'est quoi les cas à succès, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qui est capable d'en parler, tout ça. Fait que ça, c'est une chose. Mais entre-temps, si tu veux générer quelque chose, il faut aussi que tu puisses aller vers tes prospects. Puis c'est là que le outbound vient jouer un rôle. Fait que tu me demandais qu'est-ce qui marche, tu sais, c'est quoi le futur? Ben, faut que tu sentes le moins possible. Faut que tu sois le plus authentique possible quand tu vas vers les personnes. Puis moi, on évite beaucoup l'automatisation à trans, puis même l'intelligence artificielle, parce que, tu sais, moi-même, je me fais cibler au moins 2 fois par jour par des solutions d'intelligence artificielle. Le script n'est pas mauvais, mais une cible pour me générer des leads, c'est ma business. S'il avait pris le temps là, de l'analyser comme il faut, puis si l'outil fonctionnait vraiment bien, il ne m'aurait pas mis dans le mix. Tu sais. Fait que, tu sais, puis une fois que j'ai ça, puis que je me suis fait contacter, puis dans mon thread de messages, la personne m'a contacté 8 fois, même si elle s'en rend compte, puis elle décide de me contacter authentiquement, là, mieux, c'est fini, les ponts sont brûlés, là, il n'y a plus rien. Fait qu'il faut faire attention parce qu'on n'a pas tant de prospects que ça à prospecter. Fait qu'il faut faire attention à la réputation. Fait qu'on parle d'avoir une approche qui est durable, donc d'être vraiment personnalisé. L'automatisation peut servir à certaines étapes, mais elle ne peut pas faire tout. Vraiment pas. Puis l'intelligence artificielle non plus. Et puis les canaux multiples ont encore leur fonction. Le téléphone a encore sa fonction. Oh, certainement. Certainement. Ouais. Plusieurs choses qui sont alternatives que les gens ne pensent même plus. Vraiment, les industries,
sais, la malle, nous, on a une campagne qui a été faite de manière très, très grande réussite. Il faut être créatif. Je pense que c'est mon point, c'est il faut pas s'arrêter et dire parce que tout le monde, tous les moutons s'en vont par là, il faut aller par là parce que sinon on va se faire dépasser. Utiliser le sens critique. Oui, puis il faut que tu mixes du court terme et du long terme dans ta stratégie. Exactement. Il faut en produire du contenu, il faut en produire. Il faut analyser son marché, il faut bâtir. C'est un actif du contenu. Du contenu bien positionné, puis que tu peux mesurer, sur lequel tu peux mesurer le trafic, la demande. C'est vraiment essentiel. Mais en même temps, il faut poser des gestes pour aller chercher des ventes à plus court terme aussi. Fait que, effectivement, puis là, tu viens de le dire, il faut bien lire le marché, il faut être créatif. Oh oui. Effectivement, le positionnement, les campagnes de mailing, il n'y en a plus. On ne reçoit plus de lettres, on ne reçoit plus rien. Pourquoi pas l'utiliser? C'est un cycle, hein? C'était très différent de ce qu'on faisait il y a 10 ans. C'était très différent avant la pandémie. Ça avait déjà changé beaucoup en 5 ans. C'est très différent depuis. C'est ça. Donc, oui, je pense qu'à l'ère de tous les outils, c'est de se retirer un petit peu de ça puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire qui est vraiment authentique pour aller chercher des conversations avec des prospects. Tu as mentionné dans cette conversation-là l'exit. Je vais t'amener sur l'héritage, sur la transmission, sur la postérité, si je peux me permettre. Évidemment, tu es déjà dans ce milieu-là très, très, très transmettre des apprentissages, construire une équipe voilà, qui évidemment peut exister sans toi, ainsi de suite, qui est fantastique. Parle-moi de ce plan-là d'exit. On parle d'un plan qui s'achemine sur combien d'années ou les phases clés de cet acheminement-là, parce que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs se posent. C'est l'après-business, c'est une chose qui est certainement très, très, très en demande. On va voir une grande population aussi, on va pas se mentir, surtout les boomers, dans les prochains 5 à 10 ans, avoir justement cette décision-là à prendre de l'exit, comment faire, comment bien le faire aussi. Parle-moi de cet exit-là et ultimement, là, quelle est la trace que tu aimerais laisser en fait à travers Ox B2B et ton parcours, tout simplement? Ben écoute, on a la mission de vouloir devenir le joueur incontournable, le go-to en business-to-business au Québec puis au Canada d'ici les 10 prochaines années. C'est notre big goal. Puis, tranquillement, ben moi, j'ai déjà eu des discussions, puis on a déjà positionné des personnes qui sont en poste de responsable. Puis, c'est de structurer les rôles, je te dirais que la démarche EOS, puis il y a d'autres modèles, là, mais nous aide beaucoup à positionner, puis à avoir la charte d'imputabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de voir où est-ce que je suis impliqué, puis où est-ce qu'il ne faudrait pas que je le sois. Exact. De plus en plus que je me retire de certains trucs, puis tu sais, je pense qu'on avait fait l'exercice pendant la période de co-développement suivant la conférence au niveau des espèces de grid où tu décides, tu listes ce que tu fais dans une semaine, la liste de tes responsabilités, tes tâches, puis j'adore ça, je suis excellent, j'aime ça, je suis bon. Ouais. J'aime pas ça, je suis bon. J'aime pas ça, je suis pas bon. Exact. Donc, de plus en plus, de le faire régulièrement, puis tranquillement, de créer des postes avec ça, de déléguer, puis de pouvoir définir les processus par rapport à ça. Tu sais, on disait tantôt de prendre un break par rapport à la croissance, ben c'est pour ça, c'est être capable de définir les processus qui vont venir en faire en sorte qu'on peut déléguer des nouvelles responsabilités qui n'étaient pas codifiées auparavant. Fait que c'est comme ça, je le vois. Puis éventuellement, préparer aussi la business à être achetée par soit des employés, soit d'autres personnes de l'externe ou quoi que ce soit, que je sois de plus en plus non nécessaire à cette business-là, non essentielle. La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans ne jamais tomber, mais évidemment de le fait de se relever à chaque chute. Nelson Mandela. Monsieur Simon Deschênes, ce fut un plaisir absolu, en fait, d'échanger avec toi pour cet épisode-ci. Merci de ta vulnérabilité, encore une fois, et de vraiment cette
un certain côté intellectuel et songé à toutes ces réponses. Et ça me ferait un grand plaisir si tu peux nous laisser avec les derniers mots de sagesse, s'il te plaît. Les derniers mots de sagesse. Tu me dis ça au début, puis je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Je dirais qu'il faut avoir du fun à travers tout ça. Il faut avoir du plaisir. Si on a du plaisir, si on continue à avoir du plaisir dans ce qu'on fait, on peut se questionner à savoir si on a toujours du plaisir à faire ce qu'on fait. Parce que ça devient, comme tu disais, très cérébral. De lâcher prise, c'est une chose, tout ça. Sur la tâche, sur qu'est-ce qu'on a à faire, mais des fois de se questionner aussi, j'ai-tu encore du fun à faire ça? Je pense que quand on a du fun à faire quelque chose, moi je le disais pour les emplois. Thank you for spending your time with us today on the Meaningful Podcast. If you enjoyed this episode, please leave a review or share it with someone who could benefit from it. And always remember, your story matters. Make it meaningful. We hope to see you next time.